commence. Le média a sauté. Ah. Bonsoir, ça y est, vous êtes en live. Et c'est le moment Bonsoir. où Salut il y tout le a un monde. petit souci Salut, bonjour technique. à tous. Oui, c'est toujours le moment, il y a des soucis. Comme C'est d'hab. c'est- c'est toujours le bon moment. C'est c'est une règle. C'est Il une y a des règle, petites c'est habitudes toujours qu'on le aime bon. bien garder, qu'est-ce que tu veux? Bah, je vous laisse commencer, les filles. Alors ce soir, on est vraiment très heureux en fait d'accueillir Stéphane du studio Manzalab qui va nous présenter en fait sa solution Pimiu, qui est effectivement un salon virtuel. On sait qu'avec le contexte actuel, effectivement, ce type de solution, ben voilà, fait sens et ça a pu se développer d'autant plus. Et je trouve ça très bien. Moi, j'ai toujours que de la contrainte naît la créativité. Et alors là, je pense qu'on est en plein dedans. Tu m'arrêtes si je me trompe, Stéphane, mais quand même, ça a quand même beaucoup aidé. Ah, Ah ouais, complètement. On va pouvoir en discuter dans les détails, mais mhm. c'est une histoire assez extraordinaire qui est née en effet de la situation 2020, quoi. C'est voilà, donc ben, parfait. On a Marine et Laureline. On va vous présenter en fait ce sujet. On va vous présenter un peu aussi les retours d'expérience. Enfin voilà, il y a aussi toute une histoire derrière cette solution. C'est ça. Moi-même, j'ai eu la chance de découvrir donc, la première version. J'ai testé la première version comme visiteuse, visiteur du coup en octobre. Donc ça date un peu. J'avais fait mes premiers screens et retours d'expérience à chaud d'ailleurs sur le sujet. Je mettrai les liens dans le replay avec plaisir si vous voulez. Ceux qui veulent aller voir peuvent aller voir. De là, voilà, il y a eu beaucoup de nouvelles features, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'évolutions en peu de temps. Tu me disais encore tout à l'heure. Et donc tout ça, on en parlera aussi. On pourra aussi parler des avantages effectivement qu'on retrouve autant côté client B2B qui sont exposants, côté visiteur. Voilà, tous ces éléments-là, on pourra les parcourir ensemble. Hop, je laisse la parole à Laureline, je t'en prie. Je vais juste voilà, vous présenter un peu le panel de soir, mais en fait, tu l'as fait, donc c'est très bien. Bah, du coup, je suis très contente d'être avec vous à nouveau ce soir, parce que j'ai été absente à certains moments. Pour raisons professionnelles, je rassure tout le monde, je vais bien. Et donc, ce soir, on reçoit donc Stéphane, le directeur donc, de Timiu. Et en fait, voilà, on va essayer de parler, de faire ensemble un petit peu le tour justement de solutions que vous pouvez proposer. Et en fait, essayer d'ouvrir un peu le débat sur peut-être les contraintes, les freins qui existent encore, les évolutions qu'on peut attendre aussi dans le milieu de l'événementiel virtuel. Voilà, quelles sont peut-être les choses qu'on a identifiées à l'usage, parce qu'on a tous aujourd'hui au moins assisté à un ou deux salons virtuels. Et peut-être que vous aurez des réponses à nous donner sur ces contraintes et comment est-ce qu'on peut voilà, créer des plateformes pour aller encore plus loin et encore plus, de façon Super. encore plus immersive. On Parce peut qu'en fait, discuter pendant des heures. alors, on en a qu'une, mais on va faire au mieux. Après, Une. si moi, qui me vient directement quand on parle de salon virtuel, je me dis, mais un salon, c'est quand même une ambiance, c'est quand même, là, c'est quand même pouvoir se balader, interpeller les gens, être content de rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et dire, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là, etc. Et c'est quelque chose, moi, qui entre parenthèses, me perturbe un peu de me dire que demain, en virtuel, est-ce que c'est possible ce genre de choses? Donc voilà. Mais du coup, on va refaire le tour. Je pense que vous avez préparé des questions, les filles. Je te propose, Stéphane, de présenter déjà la solution pour ceux qui ne connaissent pas. Comme ça, on replante le décor et c'est parti. Donc, bien déjà, peut-être quelques mots sur moi quand même aussi Oui, pour bien sûr. commencer. Donc, je travaille à Manzalab en tant que directeur innovation depuis maintenant quelques années. Donc, c'était en 2018 que j'ai rejoint Manzalab. Et auparavant, j'ai travaillé chez Orange à la direction des contenus sur des projets aussi, donc basés sur des technologies innovantes. Donc, j'ai eu l'occasion comme ça, par exemple, de travailler donc dans un premier monde virtuel, mais qui était encore donc restreint aux limites d'un écran de PC. C'était Second Life aux alentours de 2008-2009 à peu près. Et puis ensuite, donc j'ai travaillé sur d'autres technologies comme le cloud gaming, toutes ces opportunités, on va dire technologiques, qui étaient intéressantes pour un groupe comme Orange, pour essayer d'explorer, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec. Ça m'a amené ensuite à travailler sur les contenus transmédia et puis au bout d'un moment sur la réalité virtuelle qui commençait à émerger avec l'Oculus Quest.
Donc on a été très rapidement donc lancé sur des projets expérimentaux. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai commencé à mettre le pied, on va dire, dans les mondes virtuels, mais cette fois donc immersif, totalement immersif, grâce à la réalité virtuelle. Donc Manzalab, autrement, donc est une entreprise donc qui a été créée en 2010 dans une optique, on va dire, de marier un petit peu donc les neurosciences et le jeu. Manzalab aussi, le nom est intéressant, donc ça vient de la pomme, donc en espagnol, et puis lab pour le côté expérimental, R&D, science. Et donc c'était l'idée un peu quelque part je pense, d'allier donc le fruit de la connaissance et si le plaisir de croquer dedans, quoi. Et donc Manzalab s'est comme ça positionné très rapidement sur le serious gaming, puisque la plupart des gens qui étaient à l'origine de la société venaient du monde du jeu vidéo. Et donc on pu comme ça, donc finalement, donc transmettre leur savoir-faire, leur expertise dans des objectifs plutôt de formation, d'accueil des employés, etc. Donc, et au bout d'un moment, donc eux aussi, en même temps que moi, finalement, donc ont découvert donc la réalité virtuelle et se sont rendus compte que ça avait un potentiel énorme au niveau de la formation parce que c'était ce qu'on appelait un peu de l'expérientiel. C'était pas simplement une vidéo qu'on regardait, des quiz auxquels on participait, mais vraiment quelque chose dans lequel on plongeait et donc finalement qui créait des souvenirs et qui sont beaucoup plus marquants que d'autres types de formations. Donc à ce moment-là, Manzalab a aussi donc développé toute une activité de création d'expériences immersives, pas forcément pour de la communication, enfin je veux dire pardon, de la formation, mais aussi pour de la communication de marque. Et petit à petit, comme ça, donc l'expertise s'est constituée jusqu'à arriver donc à l'idée d'avoir des outils pour justement donc créer donc des contextes comme celui dans lequel on est ce soir pour pouvoir animer des séances de formation malgré la distance. Et ça quelque part c'était finalement donc le terreau de ce qu'on va découvrir ce soir, donc la plateforme TeamU sur laquelle on travaille maintenant, qu'on voit aujourd'hui sous l'axe de l'événementiel, mais qui à la base finalement dans son germe était des petits groupes de formation en réalité virtuelle. Je fais une petite pause si vous avez des questions pour aller dans le détail par rapport à ça, sinon je peux poursuivre après sur TeamU. Ouais, je vais rebondir sur deux, trois points. Notamment, tu parlais effectivement de Second Life. Et à l'époque, alors ça ne me rajeunit pas cette histoire, mais quand j'étais en master, donc je parle de 2009-2010, justement, j'avais une option e-business, là, etc. Et on faisait nos amphis, certains de nos amphis sur Second Life, donc ça me rappelle plein de souvenirs. Et c'est vrai parce que du coup, un de mes retours à chaud que j'avais fait sur la vidéo, le screen en fait que j'avais fait sur l'expérience du mois d'octobre, à la fin justement à la fin je dis que ça me rappelle justement typiquement le Second Life. Donc du coup quand tu rebondis dessus, ça fait sens pour moi du coup en termes d'expérience. Et donc voilà, donc c'est toute la boucle est bouclée, j'ai envie de te dire, voilà. Donc effectivement. Donc ok, d'accord. Donc il y a tout ce côté, alors les côtés ancrage émotionnel, tu parles là, tu prêches une convaincue sur le sujet. Je trouve que c'est effectivement très très intéressant effectivement de mettre à profit en fait ces éléments-là, parce qu'effectivement dans l'expérience, on crée l'expérience, c'est une chose, mais après comment on la conserve en fait dans sa mémoire, c'en est une autre en fait. Dans le parcours expérientiel, on y pense peu en fait. Des fois, on essaie de faire l'effet waouh, mais on veut de la durabilité finalement et le fait de réexpérimenter en fait. Et ben, ça va être effectivement dans cette notion de durabilité de l'ancrage mémoriel en fait, qui passe par un ancrage émotionnel à la base en fait finalement. Tout à fait. Et ça, on va dire, c'est un principe très important de Clément qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, donc qui a beaucoup travaillé avec Stanislas Dehaene, qui est donc un je sais pas comment on les appelle, un neuroscientifique, on va l'appeler, qui est très connu en France, qui travaille beaucoup sur l'apprentissage, sur les mécanismes de la conscience, etc. Et donc ensemble, comme ça, ils ont pu travailler. Donc Stanislas Dehaene fait partie du conseil scientifique quelque part, conseiller scientifique de Manzalab. Et donc ils ont travaillé ensemble sur cette notion de présence, comment justement ça pouvait renforcer l'apprentissage, parce que finalement, donc on n'est pas simplement spectateur, on est incarné dans une scène, dans une action. Et ça, je pense qu'en effet, au niveau souvenir, c'est vraiment une imprégnation qui est beaucoup plus forte, hein. J'avais vu comme ça aussi lors d'une conférence, c'était à Virtuality il y a quelques années, Yann Kounen, qui en tant que producteur, enfin réalisateur de films, était fasciné justement par ce potentiel de la réalité virtuelle,
parce que pour lui, c'était enfin donc l'ouverture réellement du quatrième mur. Et il disait pour lui, voilà, donc en fait, il fabrique des souvenirs à ce moment-là, et pas simplement une surface sur laquelle il projette. Donc on est à l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment une des clés, et c'est la magie de la présence, donc qui repose en effet sur une incarnation dans un avatar, une persistance de l'environnement, une spatialisation aussi, le fait qu'on puisse entendre par exemple quelqu'un sur la gauche et donc se tourner naturellement vers lui, pouvoir accrocher le regard, toutes ces choses-là. Donc on voit encore aujourd'hui qu'il y a des limites par rapport à ça, mais c'est vraiment donc l'enjeu de renforcer toujours plus cette présence, pouvoir donc ancrer encore plus les gens dans la scène et faciliter la communication et la collaboration. Ouais, alors, pour le coup, j'ai testé aussi, alors j'ai fait alors je fais beaucoup d'ateliers, et notamment j'ai essayé les ateliers en réalité virtuelle aussi. La projection, ne serait-ce que la projection de mouvement ou le mouvement, effectivement, donc je te rejoins sur ça, en termes d'engagement, en fait, finalement, oui, ça change littéralement, en fait, la richesse qu'on peut avoir dans un atelier. Alors, ça marche, bon, pour la VR, c'est assez simple, mais après, même sur des outils, maintenant, tu as aussi des outils, tu sais, de visio, où tu as des bulles, tu sais, je pense à, voilà, à des solutions un peu visio où tu peux bouger, etc. Tu as une projection de mouvement, c'est pas réellement en mouvement, en fait. Tu restes sur quelque chose de flat, mais tu peux bouger, en fait, ton avatar. Et rien que ça, en fait, ça permet, en fait, cette même dynamique et ce même levier, en fait. Donc, c'est très intéressant, effectivement. Voilà, donc Ouais. après, donc, pour reprendre un peu l'historique de Timio, donc au début, donc c'était une solution plutôt de formation en petits groupes, en VR. Après, donc on a aussi donc essayé donc de construire un écosystème autour, en faisant aussi donc un compagnon mobile qui permettait de distribuer des contenus, d'avoir des activités, petites capsules interactives. Alors ça, c'était hérité un petit peu de la mode, on va dire du rapid learning, du mobile learning, et ce genre de choses. Et comme ça, donc, on pouvait considérer une sorte de continuité. On avait des sessions immersives en VR qui pouvaient être précédées par des activités interactives sur un téléphone mobile, et aussi une sorte de follow-up après donc une session comme ça de formation avec des compléments, etc., qu'on pouvait retrouver sur son mobile. Donc ça, c'était Timio Mobile. Et puis ensuite, donc 2020 est arrivé. On a eu donc le choc du premier confinement. On s'est retrouvé donc à Manzalab, donc cloîtré chez nous. Sachant que donc ici, donc c'est des bureaux qui sont bien placés dans Paris. On a une ambiance sympa, des locaux qui sont accueillants, et donc une vie très forte de la communauté, on va dire Monzalab, qui a été complètement atomisée brutalement. Et très rapidement, donc on s'est retrouvé à utiliser des outils comme Teams, à se réorganiser très vite, à se rassembler à nouveau, et à se poser la question de savoir comment on allait aussi donc surfer sur ce tsunami quasiment. Donc, très rapidement, finalement, on a créé un peu, en dehors des heures de travail, des groupes de réflexion pour essayer de comprendre comment on allait justement donc, se préparer pour le monde d'après, ou en tout cas pour la crise dans laquelle on entrait à ce moment-là. Et parmi ces discussions-là, donc, on s'est retrouvé aussi à réfléchir à ces environnements dans lesquels on prenait l'habitude de travailler, notamment Teams, de ces journées où on se retrouvait à enchaîner des réunions sur réunions sans pause, parce que finalement, quelque part, le calendrier nous impose d'enchaîner. Il n'y a pas d'espace, d'intervalle finalement entre les réunions, où on a ressenti aussi donc de la fatigue et un manque. Et le manque qui est apparu, je pense assez rapidement, c'était donc le fait qu'on était tous au même niveau. Donc on était sur une mosaïque, on a même fait des apéros le vendredi soir pour conserver un petit peu donc le lien entre nous. Mais c'était frustrant, fatigant. Il y avait peu de personnes à l'époque qui pouvaient apparaître en même temps sur la mosaïque. Donc il y avait un peu un côté, une scène avec des spotlights dessus et les autres dans l'ombre. Et ce qui manquait à ce moment-là, on s'est dit, bah, c'est comme dans une soirée, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il y a une discussion qui m'intéresse pas, je vais repérer un îlot avec des gens qui sont rassemblés ailleurs, je vais me rapprocher, je vais entendre de quoi ils parlent, je vais être plus ou moins intéressé, évoluer, déambuler, et puis finalement trouver un autre point d'intérêt dans la soirée. Et c'est ça qui nous manquait, c'était l'espace. Et on s'est dit à ce moment-là que ça pouvait être
de rajouter finalement de l'espace autour donc de ces nouveaux moyens de communication pour recréer du lien et justement donc cette notion un petit peu d'univers dans lequel on peut évoluer. Et à ce moment-là, donc, est apparu aussi le besoin. Donc, on avait quand même donc, des contacts avec beaucoup d'entreprises qui aussi donc, se posaient beaucoup de questions, qui pouvaient être aussi en grand besoin, et notamment donc, ceux qui travaillaient dans le domaine des événements, qui nous disaient, bon, avec vos histoires de réalité virtuelle, est-ce que vous avez la possibilité de recréer ce qui nous manque aujourd'hui? C'est le contact avec nos clients, c'est la possibilité d'organiser des événements de plus ou moins grande ampleur. Ça peut être un événement interne, comme un séminaire. Ça peut être aussi donc, une session de formation, ce genre de choses. Et puis aussi donc, les grands événements, donc les types salons. Et c'est à ce moment-là donc qu'on a utilisé finalement donc les briques essentielles et notre expertise sur TeamU VR en premier lieu pour construire donc cette solution TeamU qui permet donc d'organiser des salons virtuels pour répondre à ce besoin-là qui était donc émergent au niveau du premier confinement. Donc au final, la pandémie a un petit peu précipité la création de la plateforme. Vous l'aviez dans les pipes à la base, mais c'est un petit peu précipité le planning, on va dire. C'est ça, et en fait, je dirais, c'était un outil et on en a fait en effet une plateforme. Une plateforme aussi qu'on a souhaité à ce moment de refondation comme évolutive, modulaire, flexible, combinable quelque part, avec l'idée de servir dans un premier temps les événements professionnels, mais après, donc derrière, d'en faire une sorte de jeu de construction finalement, qu'on pourrait donc recombiner à différents niveaux. Donc c'est un peu comme on aurait des atomes qu'on pourrait combiner en molécules et ainsi de suite. Donc, et après, donc pouvoir être en mesure de répondre à des nouveaux cas d'usage. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au fil du développement de la première version de TeamU qui a été disponible fin octobre de l'année dernière. Donc on a eu justement, du fait des rencontres avec des premiers clients, des besoins qui n'avaient pas été imaginés au début de la conception et auxquels on a été capable de répondre rapidement parce que justement on avait eu cette approche briques de construction. Et donc en recombinant les briques, on a été capable donc de développer des espaces qui avaient une fonctionnalité qui n'avait pas été envisagée au début. Alors Et ça, en peut-être effet, que... c'est un catalyseur, et tout ça, ça a été un catalyseur. D'accord. Est-ce que on peut peut-être montrer quelques images ou une petite vidéo de présentation pour ceux qui nous suivent et qui n'ont jamais vu la solution? Parfait, c'est parti. Une vidéo de présentation qu'on trouve sur le web pour vous donner un peu une idée donc, du cas d'usage on va dire, habituel. Donc on montre qu'on peut créer son avatar, qu'on peut évoluer à l'intérieur donc d'un espace 3D. Alors ce qui est important de savoir aussi quand même, et ça j'ai un peu manqué, donc ce moment capital de la création de TeamU, c'est que TeamU était VR à l'origine, mais aujourd'hui TeamU Event est sur PC Mac et VR. Mais d'abord, il faut être honnête, c'est d'abord PC et Mac. Puisque finalement aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que TeamU VR tel qu'on l'avait conçu, s'adressait à des publics très ciblés qui étaient équipés. Et donc, mine de rien, quand même, quand on regarde aujourd'hui l'équipement en casque VR dans le grand public, on est quand même loin d'avoir atteint justement, on va dire, le grand public. Et donc, alors que là, on avait un besoin justement grand public. Et c'est pour ça finalement qu'on a travaillé sur cette adaptation à marche forcée sur des plateformes PC Mac, donc avec un écran plat, avec une vue plutôt en troisième personne, pour pouvoir justement ouvrir à un plus grand nombre ces espaces virtuels, tout en ayant la possibilité, si on veut, donc d'avoir une version en VR où on est complètement immergé. Mais le PC a aussi ses avantages. Donc là, L'approche très intéressante. Pardon? Je trouve l'approche très intéressante parce qu'effectivement, il y a ce côté accompagnement finalement aussi des personnes effectivement progressif parce que faire passer aussi, bon, déjà d'une, il y a un taux d'utilisation vers, alors aujourd'hui en termes d'équipement, effectivement, qui n'est pas encore suffisant, je pense, pour avoir un impact en termes de participation, ça c'est clair. Par contre, effectivement, de pouvoir avoir, tu parlais de la troisième personne, pas forcément être en first personne, donc en première personne dans un premier temps, c'est aussi reprendre en fait je cherche les mots en français, c'est terrible. On va dire
points clés en fait du jeu vidéo en fait finalement, des choses qu'on connaît en fait. J'allais dire des patterns, mais voilà, des choses qu'on connaît, etc. Et donc, on rapproche en les fait codes du finalement, jeu. et on accompagne l'utilisateur dans cette nouvel usage en fait aussi. Et je pense que c'est aussi le rôle aussi d'accompagnement dans ce switch en fait de salon virtuel progressif en fait, pour ensuite doucement glisser vers potentiellement la VR, où là on est effectivement en first person, etc. Où on va pouvoir interagir différemment en termes d'interaction. Mais au moins, là, voilà, oui, pour la navigation, clairement, quand je l'ai fait sur format desktop, ça a été fluide. Enfin, voilà, on se trouve très vite ses repères, quoi. Donc, je pense que voilà, Ouais. je pense que c'est une bonne approche. Vraiment, c'était très Et, pertinent. pour compléter aussi, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a dû très rapidement donc créer des outils, donc en effet donc un environnement pour les visiteurs d'un salon, mais aussi des outils pour des exposants. Donc il a fallu, Mm. à travers les entretiens avec les premiers clients finalement de TeamU, donc comprendre justement donc les besoins des organisateurs d'un événement, les besoins des exposants, et donc après donc en effet donc appliquer ces bonnes pratiques, on va dire, qui Mm. venaient du jeu vidéo pour tout ce qui était interactivité avec le décor, déplacement, etc. Mhm. Donc là, ce qu'on voit par exemple, c'est des photos de l'intérieur donc des stands. Donc ça aussi, l'intérêt d'avoir une virtualisation des événements, c'est de pouvoir se faire plaisir aussi. Donc on n'est pas avec une table et des tréteaux et puis une affiche collée sur un bout de contreplaqué. Donc on peut donc à moindre frais avoir un joli environnement. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant, je pense là sur la photo, c'est qu'on a des espaces qui sont délimités. Et en fait, ça, c'est justement un peu les briques dont je parlais tout à l'heure. Mm. Et à l'intérieur donc de ces espaces, on a des objets donc qui ont une fonction. Et donc chacun de ces espaces donc répond à un besoin. Par exemple, on a l'espace d'accueil qui est sur la droite ici, pas loin de l'entrée, dans lequel on peut discuter avec des exposants pour être orienté, par exemple. Au fond, on a un espace qui permet de faire des présentations comme ce qu'on est en train de voir sur l'écran là, et donc avec un public qui peut prendre place. Et dans cet endroit-là, donc l'animateur donc peut piloter sa présentation, PDF, vidéo, Mm. et les personnes qui sont en train d'assister donc entendent la présentation et peuvent aussi donc demander la parole. Et dans ce Mhm. cas-là, on voit l'avatar qui lève la main. Et à ce moment-là, donc l'animateur de son côté, lui, a une interface qui lui permet de voir qui demande la parole et à ce moment-là, de donner le micro à cette personne-là. Donc ça permet de réguler. Là, c'est ce qu'on voit justement. Donc là, il y en a certains justement qui lèvent la main, d'autres qui applaudissent. Mais l'idée, c'était justement d'avoir un espace d'interaction en audio régulé pour l'animateur, alors qu'un peu plus loin, sur la photo précédente, on voyait un autre espace qui, lui, donc, on voit juste des petits tabourets, des sièges. Et ça, c'est un espace de discussion libre et ouverte où quiconque, en fait, entre dans cet espace-là et s'assoit, peut participer à une conversation comme on est en train de le faire là maintenant, sans avoir à demander la parole. Et on avait un autre espace qu'on ne voit pas sur cette photo-là, qui est lui un espace plutôt privé, où là aussi, donc pour pouvoir discuter avec un exposant en confidentialité, et ça c'est un avantage aussi par rapport à la réalité, c'est que donc ce qui se passe dans ces bulles invisibles ne peut pas être entendu à l'extérieur. Et donc là, la différence de cet espace privatif, bah, c'est qu'il faut demander l'autorisation d'y entrer pour pouvoir participer à une discussion. Donc on a comme ça une approche finalement dans la conception donc, de TeamU qui est très modulaire, où on peut combiner donc, des objets qui ont une fonction. Et donc ça nous a permis, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, donc de créer donc une salle qui nous a permis de faire du job dating sur Pôle emploi en réutilisant justement donc des objets et des briques des différents stands. On a pu faire aussi donc ce qu'on avait appelé le mode workshop, où là on avait une scène comme dans l'auditorium avec des présentateurs sur des chaises et un pupitre, et aussi donc non pas comme dans une salle de conférence, donc des gradins, mais des petits îlots avec des tables où à chaque table on pouvait avoir une conversation et aussi donc les animateurs qui pouvaient se déplacer de table en table et par exemple donc fournir un exercice, donner des conseils, répondre à des questions. Là aussi, toujours avec le principe que quiconque pouvait lever la main pour demander la parole et s'adresser à l'ensemble de la salle. Donc tout ça, c'est des combinaisons, on va dire, de briques qui nous permettent comme ça donc de réimaginer, en tout cas donc de trouver des moyens de répondre aux besoins des organisateurs. Et justement, Vas-y. pardon, il y a Non, vas-y, à toi l'honneur, je pardon. continue ensuite. Tu
Tu parlais justement donc de l'organisation d'événements avec beaucoup de participants. Comment est-ce que vous avez géré au niveau contraintes techniques le fait d'avoir potentiellement plusieurs centaines de personnes dans un événement avec tous ces espaces de chat donc, qui sont très bien pensés pour utiliser actuellement la solution pour un client. On aime beaucoup le fait d'avoir ces différents formats qui aident beaucoup à la discussion et qui rassure aussi les clients de savoir qu'ils peuvent avoir des discussions privées, mais en même temps faire connaissance, networking, etc. Et je m'égare. Mais voilà, quelles ont été du coup un peu les contraintes techniques que vous avez eues en développant ce type de plateforme? C'était un sacré défi et une fois de plus, à réussir en un temps record, je dirais. Puisque à la base, donc Team Ouvert, donc je vous l'avais dit, donc c'était pour des petits groupes. Donc c'était du style, on gérait 10-15 personnes max, par exemple, avec ce principe d'atelier, de formation. Et donc là, le besoin, donc en effet, c'était d'aller vers des centaines d'utilisateurs simultanés, voire des milliers, voire encore plus. Donc à ce moment-là, finalement, ce qu'on s'est retrouvé à faire, c'est quelque part donc créer une plateforme massivement multi-user. Donc on n'est pas loin justement d'un MMO. Et donc il a fallu donc en effet donc trouver les technologies qui permettaient de synchroniser toutes les actions de ces utilisateurs, de pouvoir donc voir donc les déplacements, les actions, que tout ça soit synchronisé. Donc ça s'est passé sur des technos qu'on avait déjà utilisés justement dans le cadre des formations en plus petit nombre. Et il a fallu donc derrière donc trouver donc des nouvelles techniques au niveau serveur pour pouvoir donc monter en charge. Et par contre, donc là, très honnêtement, même si on peut, par exemple, avoir un salon avec 1000-1500 personnes simultanément qui sont rassemblées, c'est un peu de la triche parce qu'il y a une sorte de système d'instance où en fait, donc à partir du moment où on dépasse un certain nombre d'utilisateurs, on se retrouve dans une sorte de miroir, de clone de l'environnement. Mais mine de rien, quand on voit les images, comme dans la vidéo tout à l'heure, du point de vue de l'utilisateur, il y voit que du feu, surtout qu'il peut donc communiquer quand même par chat avec quelqu'un qu'il connaît, on peut se donner rendez-vous. Par exemple, si on se connaît et qu'on est contact les uns des autres dans un salon, je peux vous proposer par exemple de vous téléporter jusqu'à moi et on va aller visiter ou voir une conférence par exemple ensemble. Donc on est dans une sorte de finalement d'empilement d'assiettes qui permet de gérer comme ça donc l'afflux massif d'une audience simultanée et de tenir la charge. Après, donc c'est des histoires derrière de serveurs. Bon, je suis pas assez expert là-dedans, mais en tout cas à chaque fois c'est un exercice justement de pouvoir bien dimensionner ces serveurs pour éviter donc les crashs ou aussi donc les files d'attente si jamais si on dépasse une capacité. Donc tout ça, voilà, donc en temps réel, massivement multi-utilisateur. Et donc ça marche. Et il me semble sur la version bêta, effectivement, qu'il y avait une mécanique de liste d'attente parfois sur les auditoriums notamment, qui étaient un peu victimes parfois de leur succès sur certaines confs. Mais Ouais. par contre, effectivement, il y avait une feature du coup de rappel finalement en fait avec une petite pop-up qui apparaissait en disant voilà il y a une place de disponible, vous pouvez joindre etc. Ce qui était plutôt pas mal parce que effectivement on pouvait continuer l'expérience, du coup aller voir d'autres salons etc. Et dès qu'effectivement il y avait une place qui se libérait en fait on pouvait du coup joindre. Je trouvais ça assez intéressant comme option en fait à joindre du coup voilà pour ne pas être en attente finalement effectivement tu disais en fait c'est rendre finalement cette attente la gérer différemment aussi en fait. Alors ça, c'était aussi donc le résultat de la première génération quelque part de TeamU. Donc maintenant, donc on est toujours en recherche d'amélioration technique. Donc de pouvoir, par exemple, dans un auditorium, accueillir encore plus de monde simultanément sans atteindre ces problèmes de limite. Donc là, actuellement, donc on est en train de changer de technologie. On va pouvoir permettre aussi donc de faire du partage d'écran. Ça, c'est la grande nouveauté, on va dire, de la version qui sort en ce moment. Donc il y a eu une version qui est sortie donc au printemps. Maintenant, donc avec l'été, on a une nouvelle qui arrive et on essaye comme ça de tenir un rythme, d'avoir des évolutions majeures de la plateforme à peu près tous les 3 mois. Et à chaque fois, donc du point de vue de l'utilisateur, qu'il soit visiteur, organisateur ou exposant, donc on essaye d'avoir des choses un peu marquantes. Et puis après, donc derrière, il y a aussi tout un travail d'optimisation, de stabilisation qui se fait plutôt sous le capot. Et donc là, la grande nouveauté, je dirais, de la version de ce début d'été, c'est notamment, par exemple, donc d'avoir
la visio aussi si on le veut, par exemple, donc dans un auditorium ou même aussi dans les stands, et aussi donc du partage d'écran. Et donc de pouvoir montrer donc quelque chose, donc ça peut donner lieu par exemple à des ateliers de formation au développement, ce genre de choses. Donc on peut avoir des exercices interactifs avec un formateur qui montre vraiment des choses qu'il est en train d'exécuter sur sa machine. Ça peut permettre donc d'aller aussi sur le web, de montrer, donc d'avoir beaucoup plus de flexibilité finalement dans les présentations. Je reprends le salon de Pôle emploi, ça peut permettre aussi de montrer un portfolio, quelque chose, enfin voilà, des réalisations en fait, finalement, et d'illustrer un peu plus, et mettre plus d'humain et plus de, voilà, on recrée en fait finalement l'histoire de la personne et ses réalisations. Donc c'est vrai que ça rajoute effectivement. Fait, donc ça par exemple aussi c'est quelque chose qu'on a rajouté, donc le fait de pouvoir faire venir quelqu'un sur scène, mine de rien, c'est pas grand-chose, c'est naturel dans la réalité. C'est un peu plus complexe à faire en virtualité. Mais ça permet justement, par exemple, de faire venir quelqu'un sur scène, de lui donner la parole, de faire des restitutions aussi, par exemple, dans un atelier, de, ouais, voilà, donc de gagner en flexibilité et finalement de permettre à des gens qui pensent un événement, même si c'est un événement à l'intérieur de l'événement, comme par exemple une pitch battle avec des gens qui viennent montrer donc leur projet, etc. Donc tout ça maintenant on est en mesure de le faire beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus fluide. Du point de vue technique aussi, je rajouterais bien quelque chose, c'était sur les avatars. Ça a été un autre Justement, défi. c'était la question suivante. C'est exactement ça, j'avais la même en tête. Ah, Et, l'avatar, c'est toujours un grand sujet. donc, d'un point de vue technique, après, donc, on peut parler justement de l'avatar en tant qu'objet fonctionnel, comme représentation, etc. Mais techniquement, ça aussi, ça a été un gros défi au début parce que donc la technologie qu'on utilisait permettait donc de réaliser donc des avatars à partir donc d'un selfie. Mais par contre, le produit de cette techno-là était extrêmement gourmand en polygones. Donc on pouvait facilement avoir 4-5 avatars dans une scène 3D. Par contre là, notre défi, c'était d'en avoir des dizaines, voire des centaines qui étaient affichés à l'écran. Donc il y a eu un gros travail qui a dû être fait de refondation complète donc, de nos avatars pour les rendre, on va dire, gérables par rapport donc, à ce genre de population. Et donc aussi donc, de ne pas mettre à genoux les machines des utilisateurs. Donc ça, c'était quelque chose, c'était pas gagné, ça a été réussi, et donc on n'a pas eu non plus à faire de grosses moulinettes avec des algorithmes pour en afficher qu'un certain nombre, pour dégrader les détails à distance. Donc il y a eu vraiment donc, une grande réussite à ce niveau-là, de réussir finalement donc, à pouvoir générer un avatar et de pouvoir en afficher donc plusieurs dizaines quoi, facilement. Justement, en termes de parti pris, parce que il y a toujours des partis pris sur les avatars, à savoir le côté réalisme, quel degré de réalisme. Voilà, il y a plein de. Est-ce on leur permet d'exprimer des émotions, même avec des emojis, peu importe. Il y a toujours un ensemble en fait d'éléments. Aussi, tout ce qui est les systèmes de bulles d'interaction, aussi, ou les boucliers, en fait, des fois, pour empêcher effectivement aussi le trop proche d'opportunité qui est quand même très dérangeant, notamment en réalité virtuelle, notamment, qu'il est un peu en desktop, mais bon, ça va, c'est surtout en VR où ça devient vraiment un réalité temps. Donc là, quels ont été vos partis pris, en fait, quand vous avez effectivement posé cette définition de l'avatar? Une Quand question, c'est plastique. on réussit pas à s'arrêter, vient se faire entre guillemets une religion, une conviction par rapport à ça. Donc on teste, on écoute les retours des utilisateurs, on tente de nouvelles choses, mais c'est vrai que initialement on est parti tout de suite vers une forme de photoréalisme parce qu'on était dans un contexte professionnel. Si on avait été dans le divertissement, on aurait plus tendu peut-être vers un mode un peu cartoon, un peu jeu vidéo, Ready Player One, et ce genre de choses, où on verrait éventuellement donc une familiarité, on va dire, avec le visage éventuellement de l'utilisateur, mais donc avec un traitement dessin animé ou jeu vidéo. Mais là, comme on était dans un contexte professionnel, donc on a voulu tenter le photoréalisme. Après, donc c'est toujours quelque chose
qui peut être à double tranchant, puisque donc quand on cherche à être photoréaliste, le moindre défaut donc se détecte facilement. Mais en tout cas, donc ça correspondait, je pense, à un besoin et ça a une sorte de réassurance aussi par rapport à ce public professionnel, notamment plus du côté, on va dire, corporate entre guillemets, où voilà, donc il y a aussi donc une image à projeter. Et donc, mais on a eu des surprises comme ça, comme justement on crée les avatars à partir de photos. Donc on en a eu un notamment lors du salon Pôle Emploi qui s'était fait la tête du Joker, par exemple. Joker, ouais. Donc il y avait des détournements, quoi. C'était. Je l'ai entendu, ça a été un petit peu la chasse au Joker après, il me Ouais, semble, voilà. du salon, voilà. Je m'ai entendu cette histoire. Effectivement, et par rapport, c'est surtout par rapport au degré. On avait fait un live sur les plateformes sociales, donc on avait fait aussi, ou sur l'avatar d'ailleurs aussi spécifiquement. Tout à Il fait. y a toujours cette notion de granularité en fait, ou de liberté dans le choix, parce que pour personnaliser, pour pas qu'on ait trop souvent parfois voilà, les mêmes avatars en fait. Donc il y en a qui vont très très loin, hein. On peut customiser l'intérieur, l'extérieur de l'iris. Voilà, il y a cette granularité-là. Comment vous avez placé ce curseur? Quel a été votre cheminement en fait? Parce que c'est ça, je pense que c'est vraiment le plus compliqué. Pas que ça prenne trop de temps, parce qu'il faut pas qu'on se perde dans les détails. C'est pas le but non plus de passer 1 heure sur un avatar à la création, parce l'utilisateur peut vite se perdre dans les méandres de la customisation. Donc, est-ce que voilà, ce point-là m'intéresse beaucoup. Donc, premier point, déjà, on n'a pas voulu imposer. Donc, par exemple, on est tout à fait libre de ne pas utiliser une photo pour créer son avatar. Et à ce moment-là, donc, on peut donc utiliser donc un visage prédéfini parmi une galerie, donc qui est toujours extensible, ou alors donc après donc euh, aussi donc jouer sur la silhouette, sur la morphologie et aussi donc les vêtements. On n'a pas voulu aller justement jusqu'au niveau donc de cette granularité qu'on trouve plutôt dans les éditeurs de personnages sur les jeux massivement multijoueurs ou les jeux vidéo PC type RPG. On peut aller jusqu'à manipuler finement l'ossature du visage, tout un tas de paramètres comme ça. Parce qu'en effet, donc c'est un véritable labyrinthe. Et donc nous, on cherchait aussi donc à viser un public euh, plutôt donc pas forcément familier de ce genre d'outils. L'idée, c'était plutôt de faciliter l'entrée dans la matière, enfin dans le salon, donc de faire quelques choix qui étaient signifiants, et puis après donc de pouvoir aller à la rencontre des exposants ou des événements qui étaient proposés. Après, donc comme je le disais aussi, donc on a eu un temps très court pour faire la première génération de TeamU, et donc il a fallu faire des choix aussi, parce que tout ça, ça prend énormément de temps. Un éditeur d'avatar convaincant, c'est un gros boulot. Oui. Donc donner la liberté, permettre de s'exprimer, de s'individualiser, mais pas aller trop dans les détails, et aussi quelque part les aberrations. C'était aussi une manière de canaliser, parce que donc on parlait tout à l'heure aussi de Second Life. Par exemple, dans Second Life, on a une liberté totale au niveau des avatars, et donc des fois ça donne des choses qui sont limite films d'horreur, quoi. C'est quand on pousse tous les curseurs dans un sens, c'est atroce. Oui, Et une question plus généraliste, peut-être pour continuer sur les avatars. Qu'est-ce que vous pensez des systèmes d'avatars multiplateformes, c'est-à-dire d'un avatar qui finalement serait notre identité et qu'on pourrait remettre voilà, sur une plateforme, la seconde, la troisième, indéfiniment. Enfin, de façon générale, pas forcément sur notre solution, mais de façon générale, quel est votre avis sur ces avatars-là? On va y arriver. C'est-à-dire que on va arriver, donc il va y avoir une recherche de l'interopérabilité entre ces plateformes. D'ailleurs, on en parle souvent sous le terme de métaverse. Donc, où aujourd'hui, donc on a quelque chose de très fragmenté et de propriétaire. Mais donc justement, donc on va avoir donc comme aujourd'hui, par exemple, on peut utiliser Facebook ou Google pour s'authentifier sur un site. On va certainement avoir donc au bout d'un moment ces acteurs-là, ou aussi par exemple des opérateurs de télécom qui vont proposer un service d'identité numérique avec aussi la sorte de fiabilité quelque part et de protection justement aussi pour éviter par exemple des usurpations, ce genre de choses. Donc ça va devenir un enjeu où l'identité, l'avatar devrait faire partie à terme, je pense, de l'identité numérique. Comme un service et comme aussi une sécurité, une garantie, etc., quoi. Mais Donc, ok, tout à l'heure, le fait, là, si on part du principe qu'une personne veut que son avatar lui ressemble, déjà, ça va poser la question de, effectivement,
de la granularité des performances de chacune des plateformes, ce qui veut dire que chacune des plateformes devra pouvoir adapter la finesse, on va dire, en fonction des performances qu'il peut accepter ou pas. C'est-à-dire qu'une plateforme où on peut avoir 5-10 personnes peut accepter que les avatars soient très très poussés. Quand effectivement il va falloir qu'on ait des centaines de personnes, ce que vous disiez tout à l'heure, à un moment donné, il faut reculer un petit peu sur le nombre de polygones, ce genre de choses. Et après, effectivement, pour les aberrations, parce que quelqu'un qui aura voulu se déguiser, on parlait la dernière fois dans notre crash test des solutions sociales, mais voilà, quelqu'un qui définit son identité sur une tranche de pizza peut pas donner ça, donc il y a des limites du coup à mettre, j'imagine, là-dessus. Je pense que j'ai étudié là récemment des papiers sur des plateformes, ce qu'on appelle en développement, donc des frameworks, des SDK, etc., qui sont très prometteurs au niveau justement de l'adaptabilité des objets 3D. Grâce, je pense aujourd'hui donc à l'augmentation des capacités de calcul des machines, le machine learning, toutes ces choses-là. Je pense qu'on va être très rapidement capable, sur des machines grand public, d'avoir justement cette flexibilité dans le rendu. Et donc, un objet pourra porter justement donc des niveaux, il pourra s'adapter, je pense, à l'appareil sur lequel il va être affiché. Donc ça, je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui et ça va encore s'améliorer et on va, je pense, être bluffé par ce qui est en train de se préparer actuellement. Là, pour être honnête, j'ai lu ce matin justement une présentation sur ce que Microsoft préparait avec leur système Mesh. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux, mais en même temps, c'est basé sur une réalité qui est donc toute leur expertise sur le machine learning, toute leur capacité de rendu sur des serveurs avec Azure et ce genre de choses. Ça, c'est autre chose aussi qui va certainement euh, avoir un impact important. C'est que aussi la puissance de calcul devient énorme, mais elle est de moins en moins finalement dans nos appareils, elle est de plus en plus dans le réseau. Et donc avec justement des réseaux qui vont de plus en plus vite, donc on va avoir justement des appareils plus légers et par contre donc du calcul plus lourd qui sera accompli dans le réseau. C'est par exemple ce qu'on fait aujourd'hui avec le cloud gaming hein, sur les consoles de jeux ou même sur PC. Oui, complètement. Qui a du mal à décoller d'ailleurs pour l'instant, mais ça viendra. Ouais, donc là aussi, donc quand on voit la stratégie de Xbox qui a été annoncée à l'E3 récemment, donc ils vont résolument dans cette direction-là. Tout à fait. Ça a été plus dur pour Sony, mais en tout cas, donc c'est la stratégie de Xbox. Je pense qu'effectivement, il y a des challenges techniques où il va falloir s'aligner, etc. Donc, on parlait effectivement un peu du côté responsive. Hein, finalement, il va falloir aligner en fait les capacités un peu. Mais ça, pour le faire, en fait, le plus simple, effectivement, c'est construire des outils en amont, en fait, de travailler sur les infrastructures derrière, pour ensuite permettre en fait cette accessibilité. Moi, je me fais pas Euh, de soucis au niveau technique. Après, on peut s'interroger aussi quand même sur le coût énergétique de tout ça. C'est une autre, oui, un autre débat. c'est réel. Et après, c'est aussi l'usage qui est intéressant. On a connu ce qu'on a appelé la Zoom fatigue l'année dernière. Donc justement, donc comment ça va se passer avec cette virtualité qu'on propose maintenant. Donc ça, on entre un petit peu dans un territoire inconnu. Nous, on essaye par exemple justement donc, de rétablir un espace 3D. On voit aujourd'hui par exemple que c'est pas naturel pour tout le monde. Même si une part de plus en plus large de la population est habituée au code du jeu vidéo, moi j'ai été surpris de voir justement dans les premiers salons qu'on pouvait faire l'année dernière qu'il y avait des gens pour qui c'était complètement étranger. De se déplacer dans un environnement 3D, ça demande quand même déjà une grammaire à laquelle donc, pas mal de gens n'ont pas été exposés encore aujourd'hui, y compris même à c'est pas juste un problème socio-économique, hein, ça peut être des cadres dirigeants d'une entreprise qui sont désarmés, désorientés face à ce modèle de représentation et d'interaction. Oui, complètement. Et d'ailleurs, quels ont été les retours du coup des utilisateurs et des clients
quand la solution a été présentée et même aujourd'hui avec les nouvelles fonctionnalités, etc. Comment est-ce que ça a été accueilli? Quels ont été les retours principaux? Alors ça, moi j'ai passé donc notamment donc dans les premiers salons donc je passais beaucoup de temps à circuler entre les stands, aller à la rencontre des exposants par exemple. Ensuite après les salons, on a eu des sessions aussi de débriefing avec les organisateurs pour pouvoir entendre leurs besoins, là aussi leurs retours, tout ce qu'on pouvait améliorer, ce qui avait manqué, etc. Je me suis même mis des fois, donc notamment pour le salon Pôle emploi, je me mettais à l'accueil aussi pour répondre aux questions des gens. C'était pas facile parce que on voyait aussi, bon, ils étaient pas là justement pour un salon, c'était pas le salon de l'auto, quoi. Ils venaient pour trouver du travail, donc c'était un peu dur. J'étais pas préparé à ça. J'étais dit, désolé, je peux pas vous donner de travail. Je suis là pour vous orienter. Et donc, moi, je pense que ça a en effet donc surpris beaucoup de monde. Il y a certaines parties de l'ensemble de l'univers virtuel comme ça, donc qui ont été très appréciées, comme la possibilité justement de pouvoir rejoindre un cercle de discussion. Moi, par exemple, j'ai des bons souvenirs comme ça d'être allé sur le stand Orange. Qui était tout le temps plein quasiment, et donc les espaces de discussion, on voyait qu'il y avait du monde qui était rassemblé et il y avait des discussions à bâtons rompus. Et ça, je pense vraiment que ça a été apprécié. Il y avait ce côté un petit peu, je pense, où les gens, justement, se sentaient présents et impliqués donc, dans l'événement. Alors que sur des plateformes, on va dire, il y en a énormément, hein, donc d'événements virtualisés, mais en web, il manquait, je pense, beaucoup ces espaces un petit peu donc euh, du fortuit, de l'accidentel. Donc on aime bien le terme de sérendipité aussi, c'est de croiser quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à retrouver et d'avoir la possibilité, donc juste après, de se poser dans un coin et d'avoir une discussion. Qu'est-ce que tu deviens? Ce genre de choses. Ou aussi donc d'avoir des interactions, par exemple, avec des intervenants après une conférence. Donc ça a été très apprécié. Finalement, donc le côté bizarre de l'événement virtuel a permis de faire réémerger des choses, mince, je vois que mon casque commence à être en batterie Ah, basse. Il va falloir que je fasse quelque chose à ce niveau-là. Mais donc je reprends donc le fil de ce que je disais. Donc voilà, donc on s'est dit c'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est sur ces interstices, ces intervalles, et de faciliter encore plus la communication. Honnêtement, la première version de TeamView, la communication n'était pas si facile que ça. Elle était réservée à des endroits ou à des relations particulières entre les utilisateurs. Il fallait par exemple être contact pour pouvoir communiquer facilement. Là, avec la nouvelle version et même celle d'avant, donc on a beaucoup plus travaillé sur la fluidification, sur justement donc de pouvoir plus facilement croiser quelqu'un et pouvoir en un clic quasiment donc déclencher une conversation audio quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça, c'était apprécié. Les Bien, c'est exposants de leur côté, donc euh, on avait beaucoup aussi donc euh, je vais quand même rebrancher mon casque, hein, mais dans ce cas-là, profitez-en aussi pour éventuellement commenter ou poser une question. pas de souci. Vu qu'il Est-ce que il est quand même 7h05, est-ce qu'on essaierait pas de voir s'il y a des questions, des des questions sur le questions chat? du public? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions justement qu'on puisse répondre? Et justement, Stéphane pourra effectivement éclairer en fait les différents points. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour Et on a l'instant, Charlie pas qui beaucoup de vient de questions venir. dans le chat, mais n'hésitez pas, on les remonte comme d'habitude. Ça marche, parfait. Effectivement, moi j'avais pu tester la solution, donc la toute première version. À l'époque, il y avait effectivement des salons, en fait, des bulles, même dans les couloirs du salon. Donc c'était un format un peu différent aussi. Ça permettait effectivement d'échanger. Alors, et ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'il n'y avait pas de son, entre guillemets, parasite qu'on pourrait avoir typiquement si on a un son spatialisé qui peut être vite envahissant Ouais. sur ce type Où tout d'événement. le monde parle dans tous les sens. Ouais. Ça peut être vite envahissant et vite extrêmement frustrant à gérer. Et donc, moi, je pense que c'était plutôt des bonnes petites bulles. En fait, voilà, on pouvait axer son micro dans ces zones-là. On n'avait pas d'accès au micro en dehors de ces zones-là, ce qui permettait effectivement d'être plus serein. Par contre, je rebondis.
Donc Stéphane, sur une de mes questions, quelles ont été pour vous les fonctionnalités majeures entre là, la version, moi j'ai connu la version d'octobre, du coup la première, et aujourd'hui, si tu devais en citer quelques-unes, et notamment j'aimerais bien si on peut apporter, tu sais, on peut parler du point du sound design dont on a parlé tout à l'heure, ça m'intéresserait qu'on puisse l'évoquer ici. Oui, tout à fait. Donc en décembre, donc après, on a enchaîné 3 salons, un petit peu, on va dire, de mise à l'épreuve de la plateforme. Et on a fait tout un travail donc de compilation des retours utilisateurs, parce qu'on a utilisé des questionnaires, on a utilisé des verbatim à travers donc nos rencontres avec les différents visiteurs et exposants. Et donc on a en tout, donc je dirais, dû compiler comme ça à peu près 600 phrases ou insights entre guillemets comme ça qui nous avaient été rapportés, et on les a classés un petit peu donc en domaines, en chantier. Donc ça pouvait être le fait de pouvoir accéder facilement, par exemple, à la plateforme, qui allait donc du téléchargement jusqu'à la connexion. On a travaillé sur, on a pu identifier donc tout ce qui était lié à l'orientation dans l'espace, à la navigation, tout ce qui était lié à la communication, des choses après donc qui étaient plus de l'ordre de l'optimisation de performance, des choses comme ça. Et après donc en fonction donc du nombre de ces retours, on a pu un peu comme ça donc classer donc des enjeux d'amélioration pour la plateforme. Et donc en effet donc au niveau des sound design, c'est quelque chose qu'on a nous-mêmes très vite constaté. On s'est dit, ouais, c'est quand même un petit peu glaçant de se retrouver dans cet environnement très vaste, avec du monde autour et pas un seul son, quoi. Et donc ça a été un des premiers trucs qu'on a fait. Ça a été en effet de rajouter donc une nappe, une boucle comme ça, donc qui permettait de recréer finalement donc une impression d'être dans ce type d'espace-là, et donc d'éviter quasiment, je dirais, une sorte de dissonance cognitive, ou de se retrouver dans un rêve, voire un cauchemar. Donc là, d'un seul coup, on se retrouve en terrain familier, c'est des marqueurs, c'est des repères, on est dans un espace type salon, et donc il y a du bruit. Mais c'est pas un bruit qui est assourdissant, qui est fatigant, donc il est juste là pour créer donc le trait d'union avec l'expérience réelle des utilisateurs. De Ça, contextualiser c'est encore une fois l'expérience en fait de manière multisensorielle en fait, parce que là on a effectivement la stimulation de la vue, mais il y a aussi la stimulation effectivement de l'ouïe à apporter en fait, pour vraiment, et finalement tu dis très bien en fait, pour pas être en dissonance en fait, et se dire oui, je suis bien, on s'attend dans un salon à avoir un petit bruit, des bruits de stylo cliton, j'en sais rien, des feuilles de papier, voire voilà, plein de petites choses, de petits bruits comme ça qui font partie intégrante de la vie en fait d'un salon. Et moi, ça m'avait marqué effectivement quand j'avais testé effectivement ce silence. Alors après, on bloque pas dessus du tout, on laisse ça n'empêche pas du tout l'expérience, mais sur le moment, en fait, pour les premières minutes, en fait, je pense qu'il nous faut du coup un peu plus de temps pour immerger. Et c'est comme ça que je me suis vraiment rendu compte avec l'importance du sound design, dont on parle assez peu finalement dans le design au global. On parle beaucoup effectivement de le design d'interaction, on parle beaucoup du design visuel, on parle assez peu du sound design qui en fait est très important, alors encore plus en réalité virtuelle, mais il est tout aussi important dans le jeu vidéo, en fait, finalement, on retrouve les mêmes codes. Et je trouve qu'on en parle, voilà, on devrait les mettre plus en avant, je pense, sur ces sujets-là. C'est mon avis. le sound design aussi, il peut être fonctionnel. C'est du feedback, c'est de l'alerte, c'est tout ça. C'est du retour. D'ailleurs, c'est un souvenir un peu traumatisant de cette première époque de TeamU aussi, parce que moi j'ai été dans le salon en tant qu'administrateur, et je pouvais voir tout ce qui se passait dans le salon, et notamment suite à un manque de test peut-être parce que justement c'était ce rôle-là et on l'avait pas testé. On entendait par exemple toutes les sonnettes de tous les stands dans le salon. Et ces journées comme ça donc à évoluer dans le salon, c'était au bout d'un moment ça. C'était infernal d'entendre tout le temps la sonnette. Elle était en plus réglée assez fort, avec un son justement qui était dérangeant. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été corrigé depuis. Mais justement, donc le son, non seulement donc permet donc, je pense, de participer à la construction de la réalité de la scène, mais aussi donc est une sorte de couche d'information supplémentaire qui est moins intrusif, par exemple, qu'une pop-up ou ce genre de choses, ou au contraire justement pour orienter l'attention de l'utilisateur vers un point de l'interface.
Oui, tout à fait. On a testé aussi le système d'annonce publique avec le petit jingle au début qui permet donc d'annoncer des événements ou autres, qui est très sympa. On a beaucoup joué avec, hein, on a fait tous les stéréotypes, la voiture, il immatricule et machin est mal garé, le petit Paul attend ses parents à l'accueil. Enfin, on a fait tous les tests possibles. Mais c'est vrai que c'est sympa. Enfin, on se retrouve vraiment comme si on était dans un vrai salon, hein. C'est vrai qu'on retrouve un peu l'ambiance et puis tous ces petits outils qui permettent aussi d'aider à l'immersion au final de l'expérience. On peut échanger ses cartes de visite On aussi. peut échanger ses cartes de visite, Ouais, tout à fait. c'est pas anodin. La prise de contact, moi je trouvais que les différentes personnes étaient assez fluides. Même, Ouais. même si il n'y avait pas une personne forcément au stand, parce que il y a toujours voilà, il y a des moments de pause, hein, les personnes, tout comme dans un vrai salon. En Ils ont fait, le on droit de pouvait. manger aussi. C'est ça, exactement, ça ne change rien. Et en fait, il y avait cette possibilité d'être recontacté aussi automatiquement dès que la personne revient, etc. Et tout. Et d'ailleurs, je l'ai testé, j'ai été recontactée directement. Bah, c'était comme ça, j'ai pu être mis en relation avec la personne. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement. Ce qui est Euh, important aussi, c'est que finalement, donc, on a voulu, donc là aussi, c'est un équilibre difficile à trouver. Et donc, c'est de se dire, voilà, donc on va s'affranchir de certaines contraintes de la réalité à travers le virtuel. Mais en même temps, si on va trop loin, on va désorienter les utilisateurs, ils vont plus trouver leurs repères. Mm. Par exemple, on a eu de grands débats comme ça sur le fait de se déplacer ou de se téléporter. mm. Ah oui, Donc, ça c'est. au début, moi, j'étais dans une perspective plutôt de chercher l'efficacité. Moi, par exemple, quand je vais dans un salon comme Vivatech, je trouve ça insupportable de devoir fendre la foule pendant un quart d'heure pour rejoindre, par exemple, l'endroit où il y a une conférence. Et je rêverais de pouvoir me téléporter jusqu'à cet auditorium. Mm. Par contre, quand on fait ça, bah, finalement, donc, on casse justement ce flux qui est visible et qui anime en fait l'endroit. Et aussi, donc, on sacrifie justement ce que je disais tout à l'heure sur la notion de sérendipité. Si je me téléporte, je n'aurai pas l'occasion de rencontrer cette personne que je connais et que je n'ai pas vue depuis longtemps, ou alors donc de tomber sur Elon Musk qui sort des toilettes, par exemple. Donc, Ça biaise un peu l'expérience, en fait. Ouais, puis on décroche un peu plus de ce qu'on peut se projeter d'une expérience de salon, en fait. C'est ça aussi, en fait. Ouais. finalement, Ça on pose- essaie de garder cet équilibre. Et là aussi, donc finalement, donc pour les personnes qui sont quelque part, donc qui ont commencé à intégrer les codes de la plateforme, on doit pouvoir donner des fonctionnalités avancées, des raccourcis qui vont permettre Exactement. aussi donc d'être plus efficaces. Et quels ont été les retours? On va parler un peu des retours des visiteurs. Quels ont été les retours des clients exposants aussi? Parce que c'est aussi une autre appropriation, en fait. Tu Mm. parlais des limites tout à l'heure, on peut s'affranchir de certaines limites. Moi, une chose qui m'a beaucoup marqué, et je passais beaucoup de temps sur ce stand, j'ai vu un stand avec un étage, et je te cache pas que sur un salon, je pensais la première fois que je l'ai, ça m'a marqué. Et je me suis dit, effectivement, en fait, on peut s'affranchir finalement des contraintes classiques en termes d'espace, en fait. Et c'est très bien d'avoir voilà, d'avoir été challengé aussi ça, en fait. Et il y a aussi plusieurs, on montrait en fait un modèle de salon, mais il y avait, je pense, 3 ou 4 types de design, avec aussi des designs personnalisables en plus. C'est ça. Alors, futurisme, voilà, il y a différentes typologies. Comment Mhm. les exposants se sont appropriés ça? Comment ils se sont appropriés les différents médiums? Parce qu'on voit, il y a des vidéos interactives, du contenu interactif sur les panneaux. Comment ils ont géré cette prise en main en bac aussi de leur côté? Donc, quand on parle des clients, là, c'est les exposants plutôt, c'est ça? Voilà, c'est ça, les Oui. clients exposants. Donc, pour eux, donc, ce qui était le plus important donc, dans les échanges qu'on a eus, ils disaient voilà, donc nous, on est là pour faire pour faire des affaires, donc il faut qu'on ait des Mhm, contacts, il faut qu'on ait donc derrière ce qu'ils appellent donc des leads, quoi, donc des mhm. prospects, qui puissent recontacter, etc. Et donc, on leur avait donné, je pense, des graines, des amorces en fait d'outils pour pouvoir justement faire comme dans un salon réel. Mais par contre, donc, c'était pas encore suffisant pour eux. Donc, tous leurs retours ont été très importants pour justement donc derrière pouvoir exploiter finalement le produit de leur salon. Donc, ils étaient satisfaits donc au niveau donc du contact avec les utilisateurs. Par contre, après, donc il y avait des attentes plus sur l'exploitation, on va dire, des résultats. Donc, on a travaillé aussi là-dessus. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas en tant que visiteur.
C'est donc plutôt dans les outils de back-office, donc des statistiques de visite, des feuilles de contact compilées, ce genre de choses, des formulaires éventuellement, donc avec des questionnaires, etc. Et donc ça, c'était, je pense, une de leurs plus grosses attentes. Je pense aussi aujourd'hui qu'il est beaucoup plus facile d'attirer aussi l'attention des visiteurs. Au début, c'était un petit peu compliqué. Et puis, c'était aussi donc quand même un outil à prendre en main. Donc, on a vraiment observé donc comment ils s'appropriaient en effet ces espaces-là. Il y en a certains, par exemple, moi j'ai trouvé qui très vite en fait ont su en fait notamment jouer avec les contenus qu'ils allaient pouvoir ajouter dans dans les stands. Alors, ils se sont pas contentés simplement de prendre un visuel qu'ils avaient en stock. Ils ont créé vraiment des contenus qui allaient justement aussi guider, orienter donc les visiteurs à l'intérieur du stand. Il y en a certains qui ont affiché par exemple des programmes avec des présentations dans les espaces qui étaient dédiés, qui étaient une fonctionnalité qu'on n'avait pas pu leur offrir à ce moment-là, mais ils ont justement créé donc des visuels avec donc un programme, etc. Donc ils ont, je pense, très vite compris ce qu'on pouvait faire avec donc les quelques outils qu'on leur donnait, qui étaient ces écrans avec des affichages qui étaient personnalisables. Donc je pense ouais, que ça a bien marché. Après, donc ça a passé aussi par de l'accompagnement beaucoup. C'est pas juste comme on se retrouve face à un éditeur de site web style Wix. Donc là, on avait donc des personnes de Mensa Lab et de l'organisation des salons qui étaient là pour briefer donc les exposants et aussi après, donc au fur et à mesure de la mise en place, de pouvoir venir leur donner des conseils et donc éventuellement aussi rapporter des problèmes ou les former un peu plus à ces outils. Mais une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un jeu de construction et finalement le nombre de briques, il est pas si énorme que ça. Donc une fois qu'on a compris chacune des briques, c'est facile de déduire finalement pas mal de choses. Et alors, il y a du contenu téléchargeable, notamment quand il y a des PDF, etc. Et on peut les télécharger, ou alors des liens cliquables pour aller sur le web ensuite. Est-ce qu'on peut, est-ce que ça a été pensé finalement de pouvoir traquer finalement ces téléchargements de documentation pour justement potentiellement des leads derrière? Est-ce que ça a été... Ça, c'est des statistiques qui sont accessibles donc aux exposants. D'accord, ok. Donc c'est ouais, donc il y a donc ça c'est parfait. Et d'ailleurs aussi, donc ça c'était un petit souci en VR. Donc ce qu'on disait, bon, ça a évolué depuis quand même aujourd'hui. Donc, mais par exemple sur la version VR, au lieu de télécharger directement donc les documents qu'on pouvait découvrir sur un stand, ça envoyait en fait un mail à l'adresse qui avait été utilisée pour créer le compte. Et donc comme ça, on pouvait se retrouver avec tous ces brochures, ces documents comme ça qu'on avait pu glaner sur le salon dans la boîte mail après quoi. C'est vrai que c'est aussi particulier aussi la VR, ça a d'autres contraintes aussi derrière. Pour sur l'interaction post-expérience, en fait, pour finalement récupérer cette documentation. Là, il y a donc tu parlais effectivement qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées récemment. Il y a une nouvelle mise en production là récemment, tu disais. C'est quoi les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties là récemment? Qu'est-ce qui... On parlait tout à l'heure, donc c'est la fluidification de la communication audio D'accord. donc, et aussi donc le streaming vidéo. Donc que ce soit la webcam ou le partage d'écran, comme ce qu'on peut trouver sur des Zoom ou des Teams, ce genre de choses, mais donc à l'intérieur de la VR. Et ça permet aussi, je pense, de donner pas mal de flexibilité. Notamment, je pense à des gens qui peuvent venir dans une conférence, ça on l'avait constaté. C'est vraiment pas évident quand on a quelqu'un, on va dire, admettons, allez, un prix Nobel par exemple, qui connaît rien aux jeux vidéo, ce genre de choses, de lui demander de créer un avatar, de se déplacer dans le salon, d'arriver dans l'auditorium, de prendre place et de piloter donc sa présentation, c'est un peu compliqué. Donc ça, on réfléchit aussi en ce moment donc à des moyens de finalement donc d'être un petit peu satellite hein, de la plateforme, d'avoir un investissement minimum que ces personnes-là passent pas 2 heures à se préparer pour, par exemple, 20 minutes d'intervention. Donc ça, on va aller aussi, on réfléchit beaucoup en ce moment aussi à une dimension web qui serait donc connectée à des espaces 3D comme celui-là, voire un point d'accès à l'expérience elle-même. D'accord. Et justement, tu devances la dernière question. Enfin, moi, une de mes questions, c'est les prochaines étapes.
Et après, C'est ça. Il y a les prochaines étapes, c'est ça. et après, du coup, quelle perspective, quelle vision pour la solution est-ce qu'il y a des perspectives ou est-ce que vous avez une vision spécifique sur voilà, en termes de prospective? Donc, pour la suite, donc je pense que l'idée c'est de rester pertinent en effet donc dans cette période post-Covid. Donc de se dire voilà donc que vont devenir donc ces événements virtualisés, comment on va les faire cohabiter avec des événements réels. Donc ça c'est une discussion en cours avec aussi donc les organisateurs, avec les différents clients de la plateforme. Sinon aussi, c'est de la flexibiliser toujours plus au niveau, par exemple, donc des cas d'usage plutôt collaboratifs. Donc, on avait déjà des choses qui étaient en place depuis la première version sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, pour permettre des activités finalement qui seraient plus faciles. À la base, donc TeamU était plutôt une plateforme de communication ou de mise en relation. Donc là, on travaille plutôt sur des activités en commun. Donc, plus, on va dire, dans des cas d'usage, par exemple, formation, voire aussi donc réunion de travail, par exemple. Euh, et donc, à travers ça aussi, je pense qu'il faut qu'on réussisse. Donc, un des enjeux pour nous, ça va être de s'articuler avec des outils existants aujourd'hui. Donc, de faire en sorte que facilement, par exemple, on puisse retrouver dans un calendrier Outlook la possibilité de cliquer sur un lien, de lancer TeamU et de se retrouver donc dans un espace, par exemple, directement dans une conférence ou ce genre de choses, de pouvoir s'intégrer, s'articuler finalement avec tous les outils des utilisateurs. Après, donc au-delà de tout ça, donc aujourd'hui, donc on est sur une plateforme donc PC Mac, comme je disais avant tout, mais on continue donc à considérer donc à surveiller les évolutions donc des technos plus immersives. Donc on en est encore, je pense, assez loin, mais par contre, on devrait voir arriver à l'horizon peut-être de l'année prochaine ou de l'année suivante une nouvelle génération de matériel, comme je disais tout à l'heure, qui va peut-être reposer beaucoup plus, par exemple, sur du calcul dans le réseau, donc des appareils qui sont beaucoup plus légers que ceux qu'on est en train de porter là, qui au bout d'une heure quand même se font sentir. On le Et, sent un peu là, le casque. et, et aussi donc moins captif quelque part, c'est-à-dire on parle depuis longtemps de la XR, donc la mixed reality. Mais moi je pense que d'ici 2025, donc on va avoir cette génération d'appareils moins coûteux et qui vont permettre de choisir finalement son degré d'immersion. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la multimodalité entre guillemets. Donc c'est de se dire voilà, donc je peux très bien commencer quelque chose sur un PC et à un moment je vais avoir une plus-value à passer donc justement en VR ou en XR. Par exemple, devant mon PC, en tant que manager d'instance, je vais avoir besoin d'avoir une vue très large, d'avoir des informations qui sont disponibles, facilement actionnables parce que je maîtrise parfaitement mon clavier, ma souris. Alors que quand je suis, par exemple, dans la réalité virtuelle et que je fais une présentation devant un public, je peux avoir envie de me déplacer, de bouger les mains, et donc d'être justement présent et incarné, une fois que j'ai terminé, revenir devant mon PC. Et tout ça dans une sorte de continuum avec des besoins, des contextes, et donc de pouvoir assurer cette continuité. Merci, merci, merci de le dire. Je me tue à le dire que la technologie ne se suffit pas en elle-même juste pour appliquer une technologie parce que on l'utilise, enfin, des fois en l'étend sur des usages qui sont pas pertinents, où il n'y a pas de valeur ajoutée. Effectivement, de toujours choisir le bon médium, que ce soit cross médium ou que ce soit du coup omni en fait. Mais voilà, merci de le dire, voilà, ça fait plaisir à entendre parce que bah, il y a des fois un peu des combats technologiques en fait où on est un peu dans une arène d'innovation et on innove pour innover, mais derrière on n'a pas forcément l'intérêt, la valeur ajoutée derrière qui est cohérente en fait avec le besoin réel derrière. Donc là effectivement, je suis En tout cas, nous, de notre côté, ravie. pardon. De notre côté, on est persuadé finalement bah, que on va peut-être sortir rapidement de cette crise-là, mais qu'on ne va pas en sortir non plus, revenir au monde d'avant. Donc ça, Donc, on va avoir donc toujours une menace, on va dire, liée à la pandémie. On a aussi donc une conscience environnementale qui s'est développée. On a une crise économique qui s'installe. On voit aujourd'hui que les grandes entreprises, par exemple, réduisent, en tout cas prévoient de réduire la voilure de manière importante au niveau des déplacements internationaux. Alors ça peut être sous un prétexte, on va dire, de réduire l'empreinte carbone, mais aussi simplement financier.
déplacer des troupes comme ça aux quatre coins du monde coûte cher en déplacement, en hébergement et aussi en immobilisation de temps. Et finalement, donc, ces espaces qu'on essaye de développer vont permettre justement de recréer ce lien, cette proximité, ces opportunités de contact sans avoir tous les désavantages et tous les coûts qu'on vient d'énumérer. Donc je pense il y a un nouveau monde qui arrive, qu'on va découvrir petit à petit, et donc il va falloir s'articuler avec les nouvelles pratiques, avec le nouveau correct, on va dire aussi. Donc c'est assez fascinant. Donc, J'ai découvert, moi, ces frontières qui se sont effacées lors justement de ces confinements, où j'ai fait des conférences, participé à des conférences, assisté à des conférences, pardon, sur du design ou autre. Voilà, à plein d'événements, j'ai pu participer, et aussi échanger du coup en visio, pour pas citer Jean Julien. Du coup, à travers, donc avec les Canadiens, hein, complètement, et donc du coup, bref, de pouvoir collaborer ensemble, voilà, et on efface ces frontières, et c'est voilà, en réalité virtuelle pour le coup, et c'est passionnant. Voilà, j'ai découvert ça grâce pour le coup au confinement, parce que j'aurais peut-être pas passé le cap dans le cas contraire en fait. Effectivement, je pense que on a fait un gap potentiellement de 3 ans en termes de conduite du changement sur l'application de certaines technologies. C'est une valeur ajoutée qu'on va garder, qu'on va conserver, sur laquelle il faut qu'on capitalise, parce qu'aujourd'hui, du coup, on a gagné en flexibilité. Il faut continuer aussi, je pense, pour cette acculturation en termes d'innovation. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on pourra mettre en avant cette valeur ajoutée sur les usages de demain, quoi. Voilà. tout à fait. C'est vraiment, oui, on est passé dans une sacrée machine à secouer qui a précipité les usages. Ouais. Ah oui, j'ai fait mon premier concert virtuel là, avec Jean-Michel Jarre, qui était le tout premier, pas la version du Nouvel An là, la toute première, qui était au 14 juillet l'année dernière, il y a un an. Ouais. Et c'est dans ce premier concert où j'ai fait cette fameuse part de pizza et un hot dog qui dansait en face de moi, et j'ai compris que le monde de demain c'était aujourd'hui en fait. C'était ce jour-là. Là, je pense que j'ai passé un cap ce jour-là. Et voilà, donc effectivement. Donc merci beaucoup, en tout cas merci beaucoup pour cet échange, Stéphane, c'était vraiment très intéressant. Moi je serais à titre personnel, je suppose que les filles aussi, mais je serais très intéressée de pouvoir tester des solutions. Tu parlais de solutions vraiment orientées atelier. Moi j'ai eu l'occasion de tester la version salon, mais étant facilitateur aussi dans mon métier, je serais vraiment très intéressée de pouvoir tester ça, de pouvoir échanger ensemble si tu le souhaites, potentiellement lancer des bêtas si tu le souhaites, hein. Il y a souvent des interviews où on participe aussi sur les tests en bêta avec grand plaisir. Donc, enfin voilà, moi en tout cas, tu sais que tu peux me contacter. C'est toujours passionnant de pouvoir échanger. Avec grand plaisir. Merci. Les filles. Merci à vous 4. J'espère que Stéphane, tu as passé un bon moment avec nous. Du coup, avec les filles surtout, parce que moi, je raconte pas grand-chose. Hein, je remonte, je fais support technique et je remonte ce qui se dit dans le chat. Voilà. Donc, merci en tout cas d'être venu discuter. J'essaierai avec plaisir aussi Team You dès que possible. Et puis, je vais vous laisser reprendre le cours d'une activité normale. Merci à tous. Normal. Et, merci à tous. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci à tous, et n'hésitez pas à placer un sujet si vous voulez aborder un sujet spécifique pour les prochains lives. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. On en prend note. Moi, je vous mettrai en fait le lien aussi des liens que j'avais fait du coup d'octobre aussi. Vous pourrez voir l'évolution. Comme ça, ceux qui connaissent la version aujourd'hui, c'est toujours intéressant. Et aussi, je vous mettrai le lien, on parlait du Zoom Effect. Je vous mettrai le lien d'une étude de Stanford très intéressante qui a été faite sur le sujet, qui passe au crible. Ce Zoom Effect est vraiment très, 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 très intéressant. Je vous mets ça dans le lien du replay. Dans la description. Voilà, dans la description. Merci. Merci, Marine. Ça, c'est du teamwork, tu vois. Et description pour ceux qui sont en live, qui se trouvent sur la chaîne YouTube de Immersive Learning Lab. De l'Immersive Learning Lab. Tout à fait. Voilà, parfait. Et donc, à la prochaine pour notre prochain live. On ne sait pas encore, donc c'est teaser pour le prochain. On vous tiendra au courant. Ouais. Au revoir. Salut les filles, merci. Merci à tous. Ciao, merci.